Lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, lu lu et signé. lu Lu et signé. lu et signé. L'île de Pâques, Pierre Loti, 1899. 1. 3 janvier 1872. À 8 heures du matin, la vigie signale la Terre et la silhouette de l'île de Pâques se dessine légèrement dans la direction du nord-ouest. La distance est grande encore et nous n'arriverons que dans la soirée, malgré la vitesse que les alizés nous donnent. Depuis plusieurs jours, nous avons quitté pour venir là ces routes habituelles que suivent les navires à travers le Pacifique, car l'île de Pâques n'est sur le passage de personne. On l'a découverte par hasard, et les rares navigateurs qui l'ont de loin en loin visitée en ont fait des récits contradictoires. La population, dont la provenance est d'ailleurs entourée d'un inquiétant mystère, s'éteint peu à peu pour des causes inconnues, et il y reste, nous a-t-on dit, quelques douzaines seulement de sauvages, affamés et craintifs, qui se nourrissent de racines. Au milieu des solitudes de la mer, elle ne sera bientôt qu'une solitude aussi, dont les statues géantes demeureront les seules gardiennes. On n'y trouve rien, pas même une aiguade pour y faire provision d'eau douce. Et de plus, les brisants et les récifs empêchent le plus souvent d'y atterrir. Nous y allons, nous, pour l'explorer et pour y prendre, si possible, une des antiques statues de pierre que notre amiral voudrait rapporter en France. Lentement, elle s'approche et se précise, l'île étrange. Sous le ciel assombri de nuages, elle nous montre des cratères rougeâtres et des rochers mornes. Un grand vent souffle et la mer se couvre d'écume blanche. Rapa Nui est le nom donné par les indigènes à l'île de Pâques. Et rien que dans les consonances de ce mot, il y a, me semble-t-il, de la tristesse, de la sauvagerie et de la nuit. Nuit des temps, nuit des origines ou nuit du ciel, on ne sait trop de quelle obscurité il s'agit. Mais il est certain que ces nuages noirs dont le pays s'enténèbre pour nous apparaître répondent bien à l'attente de mon imagination. À 4 heures du soir, enfin, à l'abri de l'île, dans la baie où Cook vint mouiller jadis, notre frégate replie ses voiles et jette ses ancres. Des pirogues alors se détachent du singulier rivage et se dirigent vers nous, dans le vent déchaîné. Voici même une sorte de baleinière qui nous amène un semblant d'Européen. Un bonhomme en chapeau et en paletot nous arrivant de Rapa Nui, cela déroute mes idées et me désenchante. Il monte à bord, ce visiteur. C'est un vieux Danois, personnage bien imprévu. Il y a 3 ans, nous conte-t-il, l'une de ces goélettes tahitiennes qui transportent en Amérique la nacre et les perles a fait un détour de 200 lieues pour le déposer ici. Et depuis ce temps-là, il vit seul avec les indigènes, le vieil aventurier, aussi séparé de notre monde que s'il eût fixé dans la Lune sa résidence. Il avait été chargé par un planteur américain d'acclimater dans l'île les ignames et les patates douces afin de préparer d'immenses plantations pour l'avenir. Mais rien ne va, rien ne pousse, et les sauvages refusent de travailler. Ils sont encore 300 ou 400 sur l'île, nous dit ce vieux, groupés justement tous aux environs de la baie où nous avons jeté l'ancre, tandis que le reste du pays est devenu un désert, où peu s'en faut. Lui, le Danois, habite une maison de pierre qu'il a trouvée en arrivant et dont il a refait la toiture. C'était autrefois une demeure de missionnaires français, car il y a eu durant quelques années des missionnaires à Rapa Nui. Mais ils s'en sont allés, ou ils sont morts, on ne sait pas trop, laissant la peuplade revenir aux fétiches et aux idoles. Tandis qu'il nous parle, j'entends derrière moi quelque chose de léger bondir, et je me retourne pour voir un des rameurs du Danois, un jeune sauvage, qui s'est enhardi jusqu'à grimper à bord. Oh, l'étonnante figure maigre, avec un petit nez en bec de faucon, et des yeux trop rapprochés, trop grands, égarés et tristes. Il est nu, à la fois très svelte et très musclé, tout en air. Sa peau, d'une couleur de cuivre rouge, est ornée de fins tatouages bleus,
et ses cheveux, rouges aussi, d'un rouge artificiel, sont noués par des tiges de scabieuses sur le sommet de la tête, formant ainsi une huppe que le vent remue et qui ressemble à une flamme. Il promène sur nous l'effarement de ses yeux trop ouverts. Dans toute sa personne, un charme de diablotin ou de farfadet. Et les statues, demandons-nous au vieux Robinson danois. Ah, les statues. Il y en a de deux sortes. D'abord, celles des environs de cette baie, qui toutes sont renversées et brisées. Et puis les autres, les effrayantes, d'une époque et d'un visage différents, qui se tiennent encore debout là-bas sur l'autre versant de l'île, au fond d'une solitude où personne ne va plus. Il s'apprivoise, le sauvage à la huppe rouge. Pour nous plaire, le voici qui chante et qui danse. Il est un de ceux que les missionnaires avaient baptisés jadis, et il s'appelle Pétéro, Pierre. Le vent qui augmente au crépuscule emporte sa chanson mélancolique et tourmente sa chevelure. Mais les autres sont craintifs et ne veulent pas monter. Leurs pirogues cependant nous entourent, secouées de plus en plus par les lames, inondées d'embruns et d'écume. Montrant leurs membres nus, ils demandent par signe des vêtements aux matelots en échange de leurs pagaies qu'ils offrent et de leurs lances et de leurs idoles de bois ou de pierre. Toute la peuplade est accourue vers nous, naïvement surexcitée par notre présence. Dans la baie, la mer devient mauvaise et la nuit tombe. 2. 4 janvier. 5 heures du matin et le jour commence de poindre sous d'épaisses nuées grises. Vers la rive encore obscure, une baleinière qu'on m'a confiée m'emporte avec 2 autres aspirants, mes camarades, pressés comme moi de mettre le pied dans l'île étrange. L'amiral, amusé de notre hâte, nous a donné à chacun des commissions diverses. Reconnaître la passe et l'endroit propice au débarquement, chercher les grandes statues et pour son déjeuner, lui tuer des lapins. Il fait froid et sombre. Nous avons vent debout. Un alizé violent nous jette au visage des paquets d'écume salée. L'île, pour nous recevoir, a pris sa plus fantastique apparence. Sur les grisailles foncées du ciel, ses rochers et ses cratères semblent du cuivre pâle. D'ailleurs, pas un arbre, nulle part. Une désolation de désert. Sans trop de peine, nous trouvons la passe au milieu des brisants qui ce matin font grand et sinistre tapage. Et la ceinture de récifs, une fois franchie, arrivés en eau calme et moins éventée, nous apercevons Pétéro, notre ami d'hier au soir, qui s'est perché sur une roche et nous appelle. Ses cris éveillent la peuplade entière et, en un instant, la grève se couvre de sauvages. Il en sort de partout. De creux de rochers où il dormait, de huttes si basses qu'elles semblaient incapables de recéler des êtres humains. De loin, nous ne les avions pas remarquées, les huttes de chaume. Elles sont là, nombreuses encore, aplaties sur le sol dont elles ont la couleur. À l'endroit que Pétéro nous a désigné, à peine avons-nous débarqué, tous ces hommes nous entourent, agitant devant nous dans la demi-obscurité matinale, leurs lances à pointe de silex, leurs pagaies et leurs vieilles idoles. Et le vent redouble, bruissant et froid. Les nuages bas semblent traîner sur la terre. La baleinière qui nous a amenés s'en retourne vers la frégate, suivant les ordres du commandant. Mes 2 camarades qui ont des fusils s'en vont par la plage, du côté d'un territoire à lapins que le Danois nous a indiqué la veille. Et je reste seul, cerné de plus en plus près par mes nouveaux hôtes. Des poitrines et des figures bleuies par les tatouages, de longues chevelures, de singuliers sourires à dents blanches, et des yeux de tristesse dont l'émail est rendu plus blanc encore par les dessins d'un bleu sombre qui le souligne. Je tremble de froid, sous mes vêtements légers, humides des embruns de la mer, et je trouve que le plein jour tarde bien à venir ce matin sous le ciel si épais. Leur cercle s'est fermé de tous côtés, et chacun me présentant sa lance ou son idole, voici qu'ils me chantent à demi-voix d'abord une sorte de mélopée plaintive, lugubre, et l'accompagnent d'un balancement de la tête et des reins comme feraient de grands ours, debout. Je les sais inoffensifs, et du reste leurs figures, que les tatouages rendent farouches au premier abord, sont d'une enfantine douceur. Ils ne m'inspirent aucune crainte raisonnée. Mais c'est égal pour moi qui, la première fois de ma vie, pénètre dans une île du grand océan.
Il y a un frisson de surprise et d'instinctif effroi à sentir si près tous ces yeux et toutes ces haleines, avant jour, sur un rivage désolé et par un temps noir. Maintenant, le rythme de la chanson se précipite. Le mouvement des têtes et des reins s'accélère. Les voix se font rauques et profondes. Cela devient, dans le vent et dans le bruit de la mer, une grande clameur sauvage menant une danse furieuse. Et puis, brusquement, cela s'apaise. C'est fini. Le cercle s'ouvre et les danseurs se dispersent. Que me voulaient-ils tous? Enfantillage quelconque de leur part, ou bien conjuration, ou bien encore souhait de bienvenue? Qui peut savoir? Un vieil homme très tatoué, portant sur la chevelure de longues plumes noires, quelque chef sans doute, me prend par une main. Pétéro me prend par l'autre. Tous deux en courant m'emmènent, et la foule nous suit. Il m'arrête devant une de ces demeures en chaume qui sont là partout, aplaties parmi les roches et le sable, ressemblant à des dos de bêtes couchées. Et il m'invite à entrer, ce que je suis obligé de faire à quatre pattes en me faufilant à la manière d'un chat qui passe par une chatière, car la porte au ras du sol, gardée par deux divinités en granit de sinistres visages, est un trou rond, haut de 2 pieds à peine. Là-dedans, on n'y voit pas, surtout à cause de la foule qui se presse et jette de l'ombre alentour. Il est impossible de se tenir debout, bien entendu. Et après les grands souffles vivifiants du dehors, on respire mal, dans une odeur de tanière. À côté de la chefesse et de sa fille, on m'invite à m'asseoir sur des nattes. On n'a rien à m'offrir comme cadeau et je comprends, à certaines mimiques éplorées, qu'on s'en excuse. Maintenant, mes yeux s'accoutument et je vois grouiller autour de nous des chats et des lapins. Il me faut faire dans la matinée beaucoup d'autres visites du même genre pour contenter les notables de l'île. Et je pénètre en rampant au fond de je ne sais combien de gîtes obscurs où la foule entre derrière moi, m'enserre dans une confusion de poitrines, de cuisses nues et tatouées. Peu à peu, je m'imprègne d'une senteur de fauve et de sauvage. Tous sont disposés à me donner des idoles, des casse-têtes ou des lances, en échange de vêtements ou d'objets qui les amusent. L'argent, naturellement, ne leur dit rien. C'est bon tout au plus pour orner des colliers, mais les perles de verre sont d'un effet bien plus beau. Cependant, le plein jour est venu et de tous côtés, le rideau de nuages se déchire. Alors les aspects changent. L'île, plus éclairée, plus réelle, se fait moins sinistre. Et d'ailleurs, je m'y habitue. Déjà, pour faire des marchés, j'ai livré tout ce que contenaient mes poches. Mon mouchoir, des allumettes, un carnet et un crayon. Je me résous à livrer encore ma veste d'aspirant pour obtenir une massue extraordinaire que termine une sorte de tête de Janus à double visage humain, et je continue ma promenade en bras de chemise. Je suis décidément tombé au milieu d'un peuple d'enfants. Jeunes et vieux ne se lassent pas de me voir, de m'écouter, de me suivre, et portent derrière moi mes acquisitions diverses, mes idoles et mes armes, en chantant toujours des mélopées plaintives. Quand on y songe, en effet, quel événement que notre présence dans leur île isolée, où ils ne voient pas en moyenne tous les 10 ans poindre une voile autour d'eux sur l'infini des eaux. En plus du cortège qui se tient à distance, j'ai aussi conquis des amitiés particulières, au nombre de 5. Pétéro d'abord, puis 2 jeunes garçons, Atamou et Ouga, et 2 jeunes filles, Marie et Joiritaille. Toutes deux sont nues, Marie et Joiritaille, à part une ceinture qui retombe un peu aux places essentielles. Leur corps serait presque blanc, sans le hâle du soleil et de la mer, s'ils ne gardaient toutefois ce léger reflet de cuivre rouge qui est le sceau de la race. De longs tatouages bleus, d'une bizarrerie et d'un dessin exquis, courent sur leurs jambes et leurs flancs, sans doute pour en accentuer la sveltesse charmante. Marie, qui fut un enfant baptisé par les missionnaires, ce nom de Marie, à une fille de l'île de Pâques, déroute beaucoup, n'a pour elle que sa taille de jeune déesse, sa fraîcheur et ses dents. Mais Joiritaille serait jolie partout et dans tous les pays, avec son petit nez fin et ses grands yeux craintifs. Elle a noué à l'antique sa chevelure, artificiellement rougie, dans laquelle des brins d'herbe sont piqués. Mon Dieu, comme le temps passe. Déjà 10h30, l'heure à laquelle nous devons rentrer à bord pour le déjeuner.
et j'aperçois là-bas, franchissant les lignes de récifs, la baleinière qui arrive pour nous reprendre. Mes 2 camarades aussi reviennent de la chasse, suivis comme moi d'un cortège qui chante. Ils ont tué plusieurs mouettes blanches qu'ils distribuent aux femmes, mais de lapins, aucun. Quels mauvais commissionnaires nous sommes tous les 3. Et les grandes statues que j'étais chargé d'aller reconnaître, moi qui les ai oubliées. À bord, on nous reçoit bien, quand même, et les officiers s'intéressent à toutes les choses que je rapporte. Mais je ne tiens pas en place, et dès midi, je retourne à terre auprès de mes amis sauvages. Ils ventent toujours, et le vent d'ailleurs doit être familier à cette île de Pâques, située dans la région où l'alizé australe souffle le plus fort. Pourtant, il ne reste plus au ciel que des lambeaux tourmentés du sombre vélum de ce matin, et le soleil paraît dans du bleu profond, un brûlant soleil, car nous sommes ici tout près du tropique. Quand j'arrive à la grève, je m'aperçois que dans l'île, c'est l'heure de dormir, l'heure de la sieste méridienne, et mes 5 amis, qui sont là par politesse à m'attendre, assis sur des pierres, ont des yeux très somnolents. Je dormirai bien quelques minutes, moi aussi. Mais où trouver un peu d'ombre pour ma tête dans ce pays qui n'a pas un arbre, pas un buisson vert? Après hésitation, je vais demander au vieux chef l'hospitalité d'un moment et, marchant à 4 pattes, je m'insinue en son logis. Il y fait très chaud et il y a encombrement de corps étendus. C'est que sous cette carapace qui a tout juste la contenance d'un canot renversé, le chef habite avec sa famille. Une femme, 2 fils, une fille, un gendre, un petit-fils, plus des lapins et des poules, plus enfin 7 vilains chats à mine allongée et haut sur pattes qui ont plusieurs petits. On m'installe cependant sur un tapis de jonc tressé et par déférence, les gens sortent un à un sans bruit pour aller se coucher ailleurs. Je reste sous la garde d'Atamou qui m'évente avec un chasse-mouche en plume noire et je m'endors. Une demi-heure après, quand je reprends conscience de vivre, je suis complètement seul, au milieu d'un silence où se perçoit le bruit lointain de la mer sur les récifs de corail. Et de temps à autre, une courte rafale d'alizé agite les roseaux de la toiture. À ce réveil, dans ce pauvre gîte de sauvages, me vient d'abord la notion d'un dépaysement extrême. Je me sens loin, loin comme jamais, et perdu. Et je suis pris aussi de cette angoisse spéciale qui est l'oppression des îles et qu'aucun lieu du monde ne saurait donner aussi intensément que celui-ci. L'immensité des mers australes autour de moi m'inquiète soudain, d'une façon presque physique. Par le trou qui sert de porte, un rayon de soleil pénètre, éclatant, vu du recoin obscur où je suis couché. Sur le sol de la case, il dessine l'ombre d'une idole qui en surveille l'entrée, et les ombres saugrenues de 2 chats à trop longues oreilles qui rêvent, assis là sur leur derrière, regardant au dehors. Même cette traînée de lumière et son éclat morne me semblent avoir quelque chose d'étranger, d'extra lointain, d'infiniment antérieur. Dans cet ensoleillement, dans ce silence, au souffle de ce vent tropical, une tristesse indicible vient m'étreindre au réveil. Tristesse des premiers âges humains peut-être, qui serait confusément demeuré dans la terre où je m'appuie, et que surchaufferait à cette heure le toujours même soleil éternel. Bien entendu, cela passe vite, s'efface comme un caprice d'enfant dès le plein retour de la vie. Et sans bouger encore, je m'amuse à examiner les détails de la demeure, tandis que des souris, malgré ces 2 chats en sentinelle, font le va-et-vient tranquillement à mes côtés. La toiture en roseau qui m'abrite est soutenue par des nervures de palme, mais où donc les ont-ils prises, puisque leur île est sans arbres et ne connaît guère d'autre végétation que celle des herbages? Dans ce réduit, qui n'a pas 1,5 mètre de haut sur 4 mètres de long, 1000 choses sont soigneusement accrochées. Des petites idoles de bois noir qu'emmaillotent des sparteries grossières, des lances à pointe de silex éclaté, des pagaies à figure humaine, des coiffures en plumes, des ornements de danse ou de combat, et beaucoup d'ustensiles d'aspect inquiétant, d'usage à moi inconnu, qui semblent tous d'une extrême vieillesse. Nos ancêtres des premiers âges, lorsqu'ils se risquèrent à sortir des cavernes, durent construire des huttes de ce genre, ornées d'objets pareils. On se sent ici au milieu d'une humanité infiniment primitive, et dirait-on, plus jeune que la nôtre, de 20 ou 30 000 ans. Mais quand on y songe,
Tout ce bois si desséché de leurs massues et de leurs dieux, à quelle époque peut-il remonter et d'où leur est-il venu? Et leurs chats, leurs lapins? Je veux bien que les missionnaires les leur aient amenés jadis, mais les souris qui se promènent partout dans les cases, personne, je suppose, ne les a apportées, celles-là. Alors d'où arrivent-elles? Les moindres choses dans cette île isolée soulèvent des interrogations sans réponse. On s'étonne qu'il puisse y avoir ici une faune et une flore. Quant aux habitants humains de l'île de Pâques, ils sont venus de l'Occident, des archipels de Polynésie, cela ne fait plus question. D'abord, ils le disent eux-mêmes. D'après la tradition de leurs vieillards, ils seraient partis il y a 2 siècles ou 3 de l'île océanienne la plus avancée vers l'est, d'une certaine île de Rapa, qui existe bien réellement et s'appelle encore ainsi. Et c'est en mémoire de cette très lointaine patrie qu'ils auraient nommé leur nouvelle terre Rapa Nui, la grande Rapa. Cette origine étant admise, reste tout le mystère de leur exode et de leur voyage. En effet, la région australe du Grand Océan, comprise entre l'Amérique et l'Océanie, est à elle seule beaucoup plus large que l'océan Atlantique. Elle représente la solitude marine la plus vaste, l'étendue d'eau la plus effroyablement déserte qui soit à la surface de notre monde. Et au centre, gît l'île de Pâques, unique, infime et négligeable, comme un caillou au milieu d'une mer. En outre, les vents dans cette région ne soufflent pas comme chez nous de tous les points du ciel, mais d'une direction constante et, pour des navires venant de Polynésie, ils ne peuvent qu'être éternellement contraires. Alors, sur de simples pirogues, au bout de combien de mois d'un loup voyage obstiné, avec quel vivre, guidés par quelle prescience inexplicable, comment et pourquoi ces navigateurs mystérieux ont-ils réussi à atteindre justement ce grain de sable égaré dans une telle immensité? Depuis leur arrivée, d'ailleurs, ils auraient perdu tout moyen de communication avec le reste de la Terre. Mais qu'ils soient des Polynésiens, ces gens-là, des Maoris, c'est incontestable. Devenus seulement un peu plus pâles que leurs ancêtres à cause du climat nuageux, ils en ont gardé la belle stature, le beau visage très caractérisé, avec l'ovale un peu long et les grands yeux rapprochés l'un de l'autre. Ils ont conservé aussi plusieurs des coutumes de leurs frères de là-bas, et surtout, ils en parlent le langage. C'est même pour moi l'un des charmes imprévus de cette île que la langue des Maoris y soit parlée. Car j'ai commencé de l'étudier dans les livres des missionnaires en prévision de notre arrivée prochaine à Tahiti la délicieuse, dont je rêvais depuis mon enfance. Et ici, pour la première fois de ma vie, je puis placer quelques-uns de ces mots qui résonnent à mon oreille d'une façon encore si neuve et si mélodieusement barbare. À suivre. À suivre.